On accueille Monsieur Pierre Vandeville, qui va nous présenter déjà son entreprise, parce que ce que vous faites, c'est pas banal. Hein. J'ai regardé hier votre site web. Oui. Alors, je vais vous le lire, hein, parce que j'ai pas mes lunettes. Lactips fabrique des granulés thermoplastiques hydrosolubles et biodégradables à base de protéines de lait. Donc en clair, je me suis dit, il fait du plastique avec du lait, j'ai pas tout compris. Ben, je vais vous expliquer. Ah, j'attends ça avec plaisir. Même si ce n'est pas l'objet, le cœur de la discussion. Bon, bonjour, merci d'être là. Je vais essayer de partager l'expérience qu'on a avec le NE. Tout d'abord, l'entreprise, effectivement, une jeune entreprise, on a été créé, vous parliez tout à l'heure d'une start-up centenaire. Alors nous, start-up industrielle, mais pas du tout centenaire, on a été créé il y a 5 ans sur la base d'un brevet de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne qui a été déposé en 2011. Et l'objet de ce brevet, effectivement, c'est un procédé qui permet de partir de la protéine issue du lait et de la transformer en une matière plastique. Alors la protéine en question, c'est la caséine, c'est ce qui est présent dans le lait. Nous, on ne fait pas l'extraction de la caséine, c'est un autre métier, ce n'est pas le nôtre. On récupère la caséine sous la forme d'une poudre, comme de la poudre de lait, comme de la farine, par exemple, en termes de consistance, et on la transforme en une matière qui est utilisable comme une matière thermoplastique. Dans plein d'usages, c'est-à-dire qu'on la fournit à nos clients sous forme de granulés, et ces granulés, on peut les injecter, les extruder, les souffler, et après les avoir transformés, on peut les thermoformer, donc réellement comme une matière plastique. C'est le procédé que nous opérons. Donc moi, les tablettes que je mets dans mon lave-vaisselle, c'est vous qui faites Pas encore, mais bientôt. Parce que justement, vous l'avez cité, cette matière, elle a comme une des caractéristiques principales, c'est d'être hydrosoluble. Ça en fait une des 2 matières dans le monde qui est cette qualité d'hydrosolubilité. Et donc, pour démarrer la société, on a choisi comme premier marché celui de la détergence et du film qui emballe les tablettes pour le lave-vaisselle. Pourquoi ? Parce que le film actuel, il est réalisé à partir de PVA. Le PVA, c'est une matière issue du pétrole. C'est une matière qui est pas du tout biodégradable, qui parfois n'est pas très bien soluble, en tout cas à basse température. Et il nous a semblé qu'on a mené quelque chose sur ce marché-là pour démarrer la société sur une application qui existe, le film hydrosoluble, pour la détergence, en amenant les qualités environnementales que n'a pas le produit actuel. Donc c'est la première étape de démarrage de la société. Et ensuite, on va aller vers utiliser d'autres applications, d'autres caractéristiques du produit, qui est le fait qu'il ait des caractéristiques alimentaires, puisqu'il est constitué de produits qui sont tous comestibles, et on a un procédé qui conserve cette comestibilité. Donc demain, on va ouvrir des applications alimentaires qui vont constituer la 2e vague et la 2e étape de développement de la société. Bon, Pierre, bravo, félicitations, c'est super. Je vous donne la zapette. D'accord. Alors, il suffit d'appuyer sur le bouton vert. Donc oui. Vous êtes directeur industriel, donc j'imagine que vous êtes venu nous parler de votre projet là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait chez Lactips ? Alors, d'abord, on a fait 2 choses, et on va peut-être faire une 3e, donc on aime bien. Premièrement, on a travaillé sur notre projet d'ERP. On ne va pas y passer longtemps dessus, mais vous nous avez accompagnés dans la réflexion et l'implantation. Donc là, dans le programme numérique PME dont je parlais tout à l'heure, l'accompagnement avec un consultant pour vous aider à l'intégration de votre ERP. Exactement, et ça s'est très très bien passé, ce qui fait que ça nous a, dans la réflexion suivante, ça nous a conduit à nous poser la question de travailler sur le projet industriel. Notre projet industriel, il est important pour nous, puisqu'on a pour l'instant une capacité, alors peut-être avancer sur le... Ça... déjà vu. Voilà. Actuellement, sur le site où on est implanté, à Saint-Jean-Bonnefond, à côté de Saint-Étienne, on a une capacité de production de 1500 tonnes à l'année. Mais compte tenu des applications de matière qu'on est en train d'ouvrir, ce n'est pas suffisant. Donc, on a besoin de projeter un nouveau site de production. On sait où on va le faire. Par contre, la difficulté, c'est d'arriver à dimensionner. Donc je vous passe les qualités du produit, on en a parlé, je pense qu'on va essayer de speeder un peu pour... Voilà. J'aurais dû vous projeter ça pendant qu'on parlait de Lactips. En fait. Voilà.
Donc on a un projet de construction de site où on va prendre tout ce qui existe actuellement à Saint-Jean-Bonne-Font, on va le transférer sur un nouveau site et on va créer là vraiment la base de développement de la production de l'entreprise. L'idée c'est qu'aujourd'hui il y a une ligne de production qui existe, demain il y en aura 6 qui seront implantées dans ce bâtiment. Et on avait besoin de simuler ce qui allait se passer pour mieux dimensionner tout ce qu'on est en train de construire actuellement. Donc, on a beaucoup de paramètres qui vont interagir. C'est-à-dire que comme on est en train de faire du scale-up, un changement d'échelle sur les procédés de production, ça veut dire qu'une ligne aujourd'hui, ça ne sera pas la ligne de demain ou celle d'après-demain. On apprend et on développe les process qui vont nous permettre d'accélérer et d'augmenter les débits. Donc tout ça, l'objectif c'était d'arriver à modéliser tout ça pour qu'on puisse dimensionner ce qu'il fallait dimensionner en dur, c'est-à-dire une partie des bâtiments, les stocks notamment, puisqu'on reprend un site existant qu'on modifie, mais il y a des choses à créer, projeter toute l'organisation de production, les prévisions en main-d'œuvre, en transitique, enfin chariot, etc. Donc l'idée c'était de se dire qu'il vaut mieux faire des erreurs sur du virtuel que sur du réel. Donc, c'était l'objet de ce travail-là. Donc, nous avons travaillé d'abord avec le partenaire qui nous accompagne sur l'ingénierie industrielle et qui nous a lui proposé un prestataire pour réaliser ce travail de simulation. Et puis ensuite, on a rencontré l'UNR et on a discuté, ce qui nous a permis d'abord de valider la trame de travail qui était proposée, parce qu'on n'est pas spécialiste, nous, de ces démarches-là. Ils nous ont dit, OK, ça semble effectivement tenir la route. Il y a eu, vous en parliez tout à l'heure, une prise en charge de la part de l'UNR de ce démonstrateur personnalisé. Et puis, dans le déroulement de la démarche, il y a eu un accompagnement. Là où on a eu quelque chose qui, si je peux partager un retour d'expérience et par rapport à ça, c'est ce qui finalement la difficulté qu'on a eue, c'est que la construction du modèle a demandé un niveau de détail auquel on n'était pas préparé. Il faut voir qu'à l'état actuel des choses, on a un process qui existe. Demain, on en aura un qui est différent parce qu'il aura des caractéristiques de capacité de production qui seront différentes. Et le jour où on implantera la dernière ligne, il y aura encore des évolutions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé dans la phase amont. On n'avait pas suffisamment de détails sur ce qu'étaient tous les paramètres de process existants et futurs. Et tout ça, ça a pris beaucoup de temps dans la réalisation du travail, et il y a eu beaucoup d'allers-retours avec le prestataire. Ce qui est clair, c'est que de le dire après, c'est une évidence, mais c'est vrai, le modèle, il ne va pas inventer des choses, il va travailler avec les données qu'on lui fournit, comme toute simulation. Voilà. Donc simplement, le travail de construction des données, pour nous, au moment où on a démarré, il était peut-être pas assez avancé. Bon, le problème d'une start-up, c'est qu'on est obligé de faire plusieurs choses à la fois. On ne peut pas finir le développement, puis quand on l'a fini, commencer la commercialisation, puis quand on a des commandes, commencer à mettre en place l'outil industriel. Il faut tout faire à la fois. Donc, ça veut dire que la simulation, elle peut apporter des choses justement pour faire faciliter cet enchaînement, mais parfois on manque les données pour faire correctement la simulation. Voilà, c'est un état de fait, on travaille avec. Donc ça nous a permis effectivement d'identifier un certain nombre de problématiques qu'on n'avait pas encore traitées. Et donc du coup, on les a intégrés. La partie chariot, composition des équipes et la nécessité d'adapter plus que ce qu'on l'avait prévu les différentes qualifications des personnels. Pour des raisons très simples, ça permet de modéliser des scénarios où si le lundi matin, si vous ne tournez pas en 7 jours sur 7, vous démarrez toutes les lignes, il y a un moment où vous avez un besoin en régleur qui est très largement supérieur à ce que vous avez prévu et dont vous avez besoin d'un rythme établi. Donc tout ça, ça permet de le visualiser et puis de le voir à travers un certain nombre de ratios. Ça a permis aussi de valider que les projections qu'on avait pu avoir en matière de TRS, dans certains cas, elles étaient réalistes, elles tenaient la route. Par contre, effectivement, le niveau de détail nous a gênés parce qu'on n'était pas encore préparé à le fournir et à le mettre dans le modèle à ce moment-là, process actuel, et surtout sur les projections de process. Le modèle qui avait été prévu, c'est de dire je fais une ligne et je la duplique.
vous voyez la limite par rapport à notre progression et notre évolution, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, les process évoluants, les débits évoluants, la 3e, la 4e et la 5e ligne, elles n'auront pas les mêmes caractéristiques que les 3 premières. Donc c'était la limite qu'on avait acceptée, intégrée dans le cadre du travail de départ, mais qui finalement s'est avérée plus lourde dans l'obtention des résultats. Alors, du coup, on n'a pas pu atteindre complètement notre objectif. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on voulait dimensionner un certain nombre de choses par cette simulation. On n'a pas pu le faire, notamment faire tourner divers scénarios par rapport à la construction des volumes de stock. Mais on a pu quand même avoir un certain nombre d'éléments qui nous ont permis d'avancer là-dessus. Et du coup, on a avancé, mais par d'autres méthodes que la simulation. Le retour, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un travail extrêmement minutieux. Pour construire le modèle, c'est à chaque étape, on doit définir tous les paramètres de fonctionnement, les paramètres de panne, le caractère. Alors on a même simulé des pannes aléatoires, hein, parce que si on veut avoir quelque chose qui effectivement tienne la route, on simule des pannes aléatoires avec le fait aussi que les pannes aléatoires, elles peuvent arriver sur toutes les lignes au même moment. Parce que Murphy, on le connaît tous, quand ça peut arriver, ça arrive au moment où ça nous embête le plus. Donc ça, on l'a simulé aussi, et effectivement, ça a permis ça, on doit le simuler, l'intégrer. Ça permet de voir un certain nombre de limites de l'organisation et comment il faut y travailler. Mais ça demande de rentrer très fortement dans le détail. Nous, ce qu'on en tire comme enseignement, c'est que ça nous a permis d'anticiper sur beaucoup de choses, pas toujours ce sur quoi on avait pu travailler, mais ça nous a permis d'anticiper. C'est important pour nous, dans ce cadre où on n'est pas sur des rythmes établis, des process établis, une société mature, où on est en phase de croissance, et donc tout ce qui nous permet d'anticiper d'une manière ou d'une autre, même si il y a une zone d'incertitude, tout ce qui nous permet d'anticiper le futur, c'est du temps gagné et une réactivité accrue quand les scénarios vont se révéler, se traduire dans la réalité. Donc du coup, on est extrêmement intéressé pour aller plus loin et on est en train de reconfigurer le travail avec le prestataire. Au départ, on avait un modèle pour la définition du projet de départ et là, on est en train de travailler pour reconfigurer ça, avoir quelque chose qui soit beaucoup plus interactif et qui, au fil de l'eau et de l'évolution des lignes, nous permettre de faire bouger la modélisation et de travailler sur des scénarios différents au fur et à mesure. Donc, c'est à la fois la confirmation d'un intérêt très fort pour ce type de démarche-là, la limite dans le cadre de l'exercice que nous avions à réaliser, mais du coup une projection sur la suite de manière forte et on y travaille actuellement. Voilà, c'est le retour d'expérience que je peux faire. Donc alors. Merci, parce que ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de parler en public, hein, donc c'est bien de le soutenir. Pierre, juste une question, et puis après peut-être une ou deux questions de la salle. Donc concrètement, qu'est-ce que vous a proposé le programme? Vous avez expérimenté des outils de simulation, c'est ça, oui, grâce au programme. Ouais, et vous avez pu les choisir parmi ceux que vous vouliez. Comment ça s'est passé? Nous, on avait notre prestataire d'ingénierie industrielle qui nous a apporté une proposition d'un de ses partenaires. Et du coup, comme on n'avait pas l'expérience et la vision globale, justement, le programme nous a permis d'avoir un retour en disant... Alors, on souhaitait évidemment travailler avec le partenaire de notre prestataire, ça facilitait la relation, mais du coup, ça nous a permis d'avoir un œil externe et qui nous dise, OK, ce qui est proposé, en gros, ça fait partie de l'état de l'art, ça tient la route, la démarche, elle est cohérente, sans être une action de conseil au sens complet du terme, mais avoir un point de vue extérieur, pour nous c'était important parce qu'on avait besoin d'avancer rapidement. C'est souvent le cadre des entreprises, encore plus dans une start-up. On avait besoin d'avancer rapidement, on n'avait pas la possibilité de faire un panorama complet de toutes les solutions existantes sur le marché, de se les approprier pour pouvoir dire ça marche ou ça marche pas, et tous les intervenants possibles. Et là, ça nous a permis d'avoir ce regard extérieur en disant OK, ce qu'ils vous proposent, c'est une démarche qu'on connaît et dont on pense qu'elle peut marcher. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur ce projet de simulation? Est-ce que vous avez une question complémentaire à Pierre? Marche pas. Si, c'est bon, ça devrait marcher. Oui.
Petite question, est-ce que justement votre démarche vous a permis de mettre en place des méthodologies de type agile, justement pour réduire le temps entre le dev et l'ops? Alors c'était pas à ce stade-là, c'était pas l'objectif. Alors on y concourt puisqu'effectivement on s'adapte plus facilement à toutes les évolutions qu'il peut y avoir. L'étape actuelle, c'était de dire on anticipe pour la partie conception. Mais de toute façon, ça sous-tend, ce que vous indiquez, sous-tend toute la démarche, puisque le but du jeu, c'est que par rapport à toute la courbe de croissance qu'on va avoir, on puisse s'adapter de manière beaucoup plus fine. Et la possibilité d'avoir des simulations dans le virtuel plutôt que de se retrouver avec des problèmes dans le réel, c'est extrêmement précieux. Oui, François Roux. Puisque vous êtes sur un modèle de simulation de prévision, en termes de croissance de l'activité, quels sont les impacts des annonces récentes comme celle de L'Oréal ou LVMH qui ont décidé de bannir le plastique? Bon, d'autre part, est-ce qu'il y aurait cette vache sur le territoire français pour... Alors, je suis désolé, je ne vous entends pas bien. Je demandais, dans vos simulations de croissance, oui, quel était l'impact des annonces récentes comme de grandes entreprises comme LVMH ou L'Oréal pour bannir le plastique? Et par voie de conséquence, est-ce qu'il y aurait cette vache sur le territoire français pour fournir matières premières? Alors, première question, tout ce qui touche actuellement au recyclage, aux déchets, au plastique à usage unique, on est forcément extrêmement impacté, puisqu'on a la possibilité, on ne répond pas à tous les usages, mais on peut répondre à un certain nombre d'usages, et dans lesquels on apporte une solution à la problématique des déchets. Au-delà même de ce dont vous parliez, certains pays ont mis en place des réglementations qui imposent que les produits soient recyclables, soient solubles en milieu marin. Bon, nous, ça nous va très bien. Hein. Si tout le monde adopte ça, on est d'accord. Effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la partie alimentaire et de la partie détergence. Le troisième point qui arrive très fort, et ça on l'avait anticipé, mais ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on l'avait anticipé, c'est la partie gestion des déchets. Après, on utilise une ressource, la caséine, c'est quelque chose c'est pas nous qui le produisons, ça existe. A priori, sur les vaches françaises, je ne sais pas quel va être l'impact. Ce que je sais, c'est qu'au niveau global, c'est une ressource qui, au niveau mondial, devrait être disponible en plus grande quantité parce qu'il y a des équilibres qui sont en train de changer entre l'Asie adopte des modes de consommation qui sont plus proches des modes de consommation européens, donc consomme plus de matière grasse. Donc, on produit plus de lait pour sortir la matière grasse et il reste de la caséine. Donc, c'est une ressource qu'on envisage comme étant plutôt, et les statistiques, les prévisions de la FAO vont dans ce sens-là, croissante au niveau dans les 20 prochaines années. Donc, pour l'instant, on est plutôt serein. C'est un bon business model. On le croit, oui. Ah, il y a une autre question. Allez, une dernière question parce que... Merci. François Salamone, Créatique. Dans le prolongement de ce qui a été demandé, et en arrière-pensée pour peut-être faire sauter des verrous à des gens qui vous écoutent, avez-vous eu l'impression que vos compétences régaliennes, vous les mettiez dans les mains d'acteurs qui n'étaient pas forcément les responsables de l'entreprise? Alors, ça ne nous a absolument pas gênés. On a l'habitude dans l'entreprise de savoir ce qu'on donne comme information et ce qu'on garde. On est basé, l'environnement, la propriété intellectuelle, le secret, on utilise tout ce qui nous permet de garder notre savoir chez nous. Et dans la construction du modèle, on n'a transmis aucune information qui concernait le savoir-faire, le secret industriel de l'entreprise. Donc on n'a vraiment eu aucun problème de ce côté-là. Merci beaucoup Pierre. Merci. Allez, on applaudit là parce que c'est très pour cet exposé très brillant. Je vous rends ça. Ouais. Merci beaucoup Pierre.